conditions. En fait, ça permet de conditionner l'exécution d'un step. Alors, en fait, ici, l'idée, c'est de dire, si on est sur la branche master, on va builder notre image Docker différemment, on ne va pas avoir le même tag, par exemple. Et si c'est une branche de feature, on va exécuter des tâches différentes. Voilà, on peut conditionner les steps en fonction de variables. Typiquement, ici, on lui dit, donc si, si la valeur de la variable source branche est différente de master, tu exécutes ce step, et ici on fait l'inverse. Donc voilà pour le fichier de définition. Alors ensuite, Azure DevOps. Donc rapidement, on va voir un peu les différents modules, voir comment ça se présente. Donc on a l'overview, donc ici on a un sommaire du projet avec quelques stats, notamment sur l'exécution des tests, les work items qui sont liés à la gestion de projet. La partie board, donc là c'est la partie gestion de projet. Je ne détaille pas trop, on verra un peu plus ça en détail tout à l'heure. Repo, donc c'est la partie repository Git. Pipelines, les Azure Pipelines. Pardon. Taskplan, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais en fait c'est une... j'ai pas trop détaillé, mais en gros l'idée c'est utilisé pour faire de la QA. Ils définissent en fait des plans de test manuels. Ils peuvent exécuter ensuite ces tests de façon manuelle avec un plugin en fait Azure DevOps à côté de leur écran, de leur navigateur. Ils peuvent en fait remonter leurs observations, ces différentes features. Et ça génère un rapport qui peut être remonté ensuite aux équipes de dev pour traitement de bugs, ce genre de choses. Mais c'est pas du test automatisé à proprement parler. Et la partie artefact. Donc là, juste rapidement, on parlait tout à l'heure de paquet nugget. Donc on peut créer un nouveau feed par exemple. Voilà. Et ici, en fait, voilà, on a différentes options qui sont proposées. Donc ça peut être du nugget, du npm, maven, une radle. Ou universal. Celui-là peut être intéressant. Par exemple, si vous déployez des zips sur des serveurs ou autre, par exemple une application PHP, ça permet de stocker en fait les artefacts qui sont générés sur les différents builds. Ok. Donc, les pipelines. Donc on a vu tout à l'heure notre fichier de définition en YAML. Maintenant, il faut qu'on dise à Azure DevOps d'exécuter les steps qu'il contient. Donc quand on crée un nouveau pipeline, on a la première question qui nous est posée, c'est de dire où est le code, où est hébergé le code. Donc on a le code qui est dans le dépôt Git de DevOps. Leur delivery snug. Ensuite, il propose un certain nombre de templates prédéfinis pour les pipelines. Ça peut être du Docker, ça peut être de la SPNet, la SPNet Core, etc. Nous, on a déjà notre fichier de définition, donc on va directement aller dire qu'on va prendre le fichier de définition qui existe dans le projet. Donc on choisit la branche, ici c'est pas compliqué, il n'y en a qu'une. Le pass du fichier YAML, donc il est à la racine. Voilà. Donc ici ça permet d'avoir une review en fait du fichier YAML. Tout à l'heure, donc on n'a pas été voir le script PowerShell, mais le script PowerShell il utilise deux variables qui ne sont pas définies directement dans le fichier de définition. C'est le Docker login et le Docker password. À la limite, le Docker login il pourrait être dedans, autant le Docker password on ne le met pas dedans parce que finalement sinon il serait directement commité et il serait visible dans le repo. Et donc Azure DevOps permet de créer des variables pour les passer en fait au build. Voilà, typiquement on avait le Docker login. Voilà, voilà. Et on avait le Docker password. Et là je m'en souviens plus. Pardon. On va mettre n'importe quoi. Quand on veut stocker on veut créer des variables de type mot de passe, on a la possibilité en tête de dire à Azure DevOps de les garder secrètes.
Donc elles seront visibles par personne d'autre, même pas par vous, si vous revenez dessus. Script, il les garde de son côté, et ensuite, bah, voilà, si vous voulez la modifier, il faut changer la valeur et il ne faut pas la revoir. Voilà. Donc là, normalement, on a toutes les variables dont on a besoin, toutes les dépendances du build sont présentes. On va juste aller voir rapidement le fichier, le script PowerShell. Donc lui, c'est tout bête, hein. En fait, il prend un certain nombre de variables, hein, et notamment le Docker ID et le Docker Password. Il va faire un Docker build du Dockerfile qui est situé à la racine du projet. On va se loguer sur la registrie Docker, le Docker Hub, pardon. On va pusher l'image. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut. Alors par contre, j'ai pas mis le bon mot de passe Docker, donc on va juste aller sur un pipeline qui est fonctionnel. C'est exactement la même chose, hein, si on est dans l'édition. On trouve exactement le même fichier. Si un point important, c'est les triggers. Donc les triggers, en gros, c'est qu'est-ce qui va faire que votre build va être déclenché. Par défaut, lui, ce qu'il fait, c'est dès qu'il voit un commit qui a un push sur une branche, il va faire tourner en fait le pipeline. Ok, donc là on peut faire tourner le pipeline. La branche, c'est master. Donc on est en exécution manuelle, il faut préciser la branche sur laquelle on veut l'exécuter. Évidemment, vous pouvez rajouter des variables qui seraient propres à ce build-là. Hop. Donc là, ce qu'il fait, c'est il attend en fait d'avoir un conteneur de build disponible. C'est-à-dire qu'eux doivent avoir un certain nombre de pools, et si, comme on est en version gratuite, on n'a pas de serveur dédié. Donc si c'est utilisé par d'autres personnes, il faut attendre. Il check-out le code. Là, on voit qu'il lance les tests. Donc, on a vu le step tout à l'heure de test.net. Ça me paraît un peu long, je sais pas ce qu'il fait. Quelque chose que j'ai observé, c'est que les slaves, les machines qu'ils mettent à disposition pour les builds, je ne sais pas quelles sont leurs caractéristiques, mais il doit y avoir 0,25 de CPU et peut-être 256 MB de RAM, parce que vraiment c'est très très lent. On a eu des cas où on devait exécuter des tests end-to-end avec Cypress dessus, des tests qui passaient bien sur les machines de développement mais qui passaient plus en fait en CI, parce qu'on tombait sur on avait des timeouts parce que les pages étaient trop longues en fait à répondre. Donc voilà, les tests sont passés, il a publié le code, et là il est en train de packager le code dans l'image Docker. Voilà, bon là on va pas attendre, mais en gros, il va pousser l'image Docker sur la registrie. Pardon. Donc juste quand on revient sur un pipeline, on voit l'historique en fait des builds. Donc là on voit que notre pipeline est toujours en cours. On va en prendre un ancien, je voulais juste vous montrer quelque chose, c'est le rapport de test unitaire. Donc en fait, dans mon application, il y a un test unitaire. Et il passe tout le temps, mais bon, en gros sur des applications un peu plus complexes, voilà, on a un détail un peu plus complet. Juste qu'il faut bien comprendre, c'est que là, si la tâche de test avait pété, le build aurait cassé, et on aurait été alerté par mail, et on aurait eu, on va dire, un display sur l'application. Ok, donc maintenant, c'est bien, on a notre image Docker. Maintenant, il faut qu'on la déploie. Pareil, donc tout ce déploiement, tout ce qui est release, on pourrait le faire aussi en YAML. Mais là, pour illustrer un peu la partie un peu plus graphique d'Azure DevOps, on va utiliser leur interface graphique. Donc il y a la partie release, donc qui est justement dédiée à la partie déploiement continu, ou du moins
releasing des applications. On va créer une nouvelle release. Non, pardon, désolé. Hop. Voilà. Donc, New Release Pipeline. Donc là, toujours pareil, il propose des templates. Nous, on va prendre un empty job. Voilà. On le configurera après. Quand on crée un release pipeline, il faut toujours spécifier un artefact. Donc ça peut être du code, ça peut être une branche, ça peut être un artefact hébergé dans la gestion d'artefacts qui est ici. Nous, on va utiliser notre artefact, ça va être l'image Docker qu'on a générée sur le Docker Hub. Donc, hop, il y a un source type Docker Hub. Donc là, première chose qu'il nous demande, c'est le service connection. Le service connection, en gros, c'est lui ce qu'il dit, c'est comment je me connecte au Docker Hub. Donne-moi ce qu'il me faut pour me connecter sur le Docker Hub. Donc moi j'en ai une de créée qui s'appelle Docker Hub. On peut aller voir comment ça se goupille derrière. Donc ici on a un pool de service connection. Et moi ici, donc là il y a ma connexion Docker Hub, concrètement. Ici il propose différents types de connecteurs. Voilà, Docker Registry. C'est du Docker Hub, ça pourrait être sur une enregistrée qui serait hébergée chez vous, peu importe. Le nom de la connexion, donc c'est le nom qui sera utilisé dans les listes. Le Docker ID, le mot de passe et éventuellement un email. Donc nous on va utiliser la connexion existante au Docker Hub. Voilà. Namespace, donc là il va prendre tous les namespaces auxquels vous avez accès avec l'utilisateur qui est lié à la connexion. Donc en l'occurrence le namespace on l'a vu tout à l'heure c'est InnoLabs. Et le repository c'est mugweb-app. L'image qu'on veut déployer c'est la test. Et voilà, il demande un alias pour la source. Okay. Donc on a l'artefact. Maintenant, on va lui dire, on peut définir les différentes tâches qui vont être réalisées en fait pendant la release. Agent job. Donc agent job, c'est la machine qui va exécuter le job. Donc voilà, ça c'est leur pool par défaut. On peut choisir une typologie de machine. Donc ça peut être du macOS, de l'Ubuntu, du Windows. On va prendre du Ubuntu 18.04. OK, demande, timeout, je me cancel. Voilà, on va pas aller plus loin. Paramétrer pour l'agent. Donc on va ajouter une tâche. Donc là pareil, ils ont pas mal de choses en fait en pré-paramétré. Vous pouvez aller déployer votre application directement sur un Azure App Service, sur du Kubernetes. Bon, il y a vraiment pas mal de choses. Je ne sais pas tout en tête, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour tous les cas d'utilisation. Et nous, ce qu'on va aller faire, on va aller passer une commande SSH au serveur pour lui dire. Donc il y a un fichier Docker Compose qui est sur le serveur. Et en gros, l'idée c'est de dire au Docker Compose, pull la dernière image et mets à jour tes conteneurs. Donc on va prendre une tâche de type SSH. Même principe, donc il va demander une connexion pour pouvoir se connecter au VPS. Donc, hop, ici il y en a une qui est nommée voilà, avec l'IP. Je vous montre rapidement. Voilà, c'est le même principe que pour le Docker Hub. SSH. Le nom de la connexion, le host, le port, le username, le mot de passe ou éventuellement une clé privée. OK. Donc là, il a tout ce qu'il faut pour se connecter à la machine. Maintenant, il faut qu'on lui passe, qu'on lui donne la commande à exécuter. Si on va sur le serveur...
sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a là. Je sais pas si je peux pouvoir zoomer. Si. Tac. Donc ici on a deux fichiers, on a le Docker Compose dont je parlais tout à l'heure. Donc lui tout simplement, il prend l'image qu'on a buildée, il la lance sur un, enfin il expose un port, et voilà, c'est tout simple avec une app d'environnement pour .NET Core. Et on a un script SH qui lui se place dans le bon répertoire, dans le répertoire il y a le Docker Compose. On fait un Docker Compose pool, donc le pool on va récupérer la dernière image qu'on a buildée, et up-d, en fait il va mettre à jour l'application, il va mettre à jour les conteneurs. Donc c'est ce fichier qu'on veut aller appeler à partir d'Azure DevOps. Donc là la commande va pareil, on va se mettre au bon endroit, là on a le fichier, /home/mug, et on va faire un sh, ou même directement // de deploy.sh. Et comme le script il est non TTY, si on laisse ça tel quel, il va chercher à récupérer l'exit code du script côté Azure DevOps. Je ne sais pas trop pourquoi en fait, il n'arrive pas à récupérer l'exit code, mais en fait il n'arrive pas à lire la chaîne de caractères qui est renvoyée, et il plante. Donc du coup, on va rediriger salement dans /dev/nul. Je pense que c'est la bonne syntaxe normalement. Ouais, ça va être ça. Ok, donc là on a tout ce qu'il faut. Save. Donc là on va le faire tourner manuellement. Donc on va faire create release. Donc le stage, ça pour l'instant, on en a qu'un, donc on n'a pas besoin de le spécifier. Il va prendre l'image à la version master. En fait, c'est les différents tags de l'image qui sont sur le Docker Hub. Donc on veut master. Donc le tag master correspond à notre branche master côté Git. Il a créé la release, donc c'est la première release du pipeline, donc il l'a appelé release 1. Et là c'est parti. Toujours pareil, il attend qu'il y ait un agent disponible. Voilà, bon. Ma redirection vers /dev/nul est pas bonne, mais par contre on voit bien qu'il a bien exécuté les commandes. En fait, voilà, c'est la sortie de Docker Compose qui est pas TTY, et du coup finalement lui il récupère ses chaînes de caractères, il se dit bah, j'ai pas d'exit code à 0, pour moi c'est pas bon. Mais il a bien déployé l'application. Alors juste, je vais juste vous montrer que cette release, enfin ce pipeline de release, si on l'avait fait en YAML, ça aurait donné ça. Donc en input, on aurait eu un endpoint SSH. Donc ça c'est le nom de la connexion qu'on a vu tout à l'heure. Et la commande SSH a passé. Voilà. En gros, ce qu'on a fait graphiquement, qui nous a pris pas beaucoup de temps, mais qui nous a pris quand même un petit peu de temps à chercher, à fouiner un peu dans l'interface, on aurait pu le faire en 5 lignes de YAML. Et voilà pourquoi ça ne marchait pas, parce que j'avais oublié. Hop. Hop, on peut l'éditer. Oh, pardon, je me trompe toujours. Ok. Ok. Voilà. On va déployer. Normalement, ça devrait mieux se passer. Hop.
c'est assez rapide. Donc, voilà. Et il y aurait carrément la sortie de Docker Compose. On pourrait en fait récupérer éventuellement une erreur côté Docker Compose. J'ai pas eu le temps de creuser pour voir comment ça pouvait se faire. Mais on pourrait éventuellement trigger une erreur de déploiement à ce niveau-là. Ok, donc là c'est bien. Donc on a vu comment on pouvait lancer un build manuellement, comment on pouvait lancer une release manuellement. Maintenant l'idée ça va être plutôt de voir comment on peut intégrer tout ça dans un cycle de développement, on va dire, classique. Souvent, en fait, donc, quand on a une nouvelle feature à développer, on va créer une US, on va tirer une branche, ou plusieurs branches si on fait du microservice, on va tirer une branche pour faire le développement spécifique à cette US. Cette US, on va la réintégrer soit le dépôt principal, soit dans une autre branche. Dans notre cas, on va juste avoir un master, on va tirer une branche qu'on va aller merger dans le master. Et par contre, l'idée, c'est de se dire, ce qu'on veut faire au moment où on va vouloir merger, qu'on va avoir une pull request pour merger du code, on va vouloir s'assurer que le code il n'est pas pourri, que les tests passent bien, que la qualité du code produit est conforme aux attentes. Et autre chose qu'on va vouloir faire aussi, c'est qu'on va vouloir empêcher les développeurs, de manière générale, d'aller commit push directement dans la branche master. Donc on va voir comment on peut sécuriser les branches avec Azure DevOps et comment on peut mettre en place une pseudo-implémentation d'un Scrum avec une démarche DevOps. Alors, tac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Board. Donc il y a plusieurs choses. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Étendre, dupliquer. Bon. Bizarre. On va créer une nouvelle US. Je sais pas, en tant qu'utilisateur. Ah, j'ai juste oublié de vous montrer quelque chose, c'est l'application. L'application qui est déployée en ligne. Elle est là. Voilà. Application toute bête. C'est du Razor avec des WebSockets. Tac. Pardon, voilà. En tant qu'utilisateur, alors du coup, c'est un peu pénible, c'est que comme j'ai pas eu le focus, voilà. Je vois Hello Mug sur la page d'accueil. Ok. Donc ensuite, je vais ouvrir l'US en question et je vais pouvoir aller directement à partir de ce point-là créer une branche dans Git. Alors, un titre. Ah pardon, c'est là. New branch. On va l'appeler US-35. On va la tirer à partir du master. Et les work items, donc là on voit bien qu'il va créer la branche et qu'il va la lier en fait à l'US35 qu'on vient de créer. Ok. Voilà, elle a créé la branche. Donc on va revenir côté code. On va faire un git fetch. Ah voilà. Donc on l'a bien là. US35. On le checkout. Voilà, sur notre page d'index. Et on va faire hello mug. Ok. Voilà. Job done.
commit and push. Je sais pas, je vais mettre us-combien. Ouais. Ouais. En fait, c'est la branche que j'ai tirée, en fait, que j'ai créée côté Azure DevOps en créant mon US, que j'ai checkout en fait sur ma machine sur mon IDE. J'aurais pu aussi la créer en fait indirectement sur ma machine ou via Git et la lier ensuite à l'US. Ça marche dans les deux sens. Hop. Donc commit push. Voilà. Pardon, j'ai oublié un truc important. J'ai oublié un truc important. Bah justement, quand on fait une bêtise comme ça, on va voir comment on peut kill un build. Cancel. Delete. Voilà. Là, je lui dis arrête le build. Puis tu le supprimes, comme ça tu laisses pas de traces dans l'historique. Hop. Pareil. Alors oui, parce qu'on a oublié de sécuriser notre branche. Master. Donc pour ce faire, on va dans repo. On va dans branche. Donc là, on a toutes les branches. On va directement sur le master. On va dans les branches policies. Donc ici, on va dire, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a une pull request, bah, on force un certain nombre de personnes à relire le code avant de le merger. Voilà, require minimum number of reviewers. On peut demander 1, 2, X reviewers. Moi, je suis tout seul dans ma machine, du coup, pour que ça marche, il faut que je descende à 1. Et requestors can approve their own changes. En gros, c'est que la personne qui fait la pull request peut accepter sa pull request. C'est un peu particulier, hein, mais bon, en général, ça sert. Parce que quand on est deux sur un projet et puis qu'il y en a qu'un qui est là et qu'il a besoin de déployer en vitesse, vaut mieux pouvoir valider ses pull requests, même si c'est pas très propre. Voilà. Autre chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on veut, avant de merger, on aimerait bien faire tourner un build. C'est-à-dire, l'idée, ça serait plutôt de dire, on peut faire une sorte de pré-merge. On va prendre la branche de destination, la branche source. On va les merger, on va les mettre dans une autre branche. On va lancer la CI dessus. Et en gros, si tout se passe bien, ça veut dire que quand on va faire un vrai merge, normalement, on sera ISO, donc du coup, ça devrait marcher sans problème. Donc on va ajouter un build validation et on va faire un add build policy. Donc le build pipeline, c'est le pipeline mug. Pass filter, on n'en a pas besoin. Trigger automatique. Donc dès qu'il y a un push, on le lance. Policy required, parce qu'on veut absolument que ça passe pour accepter une pull request. Et build expiration, simplement, vaut mieux laisser quand même une douzaine d'heures, voire plus. Parce que si vous envoyez une pull request le soir à 18h qu'il n'y a personne pour la valider, au moins comme ça, le lendemain, le build est passé, la personne peut relire et valider directement. Si le build est expiré, il faut relancer un build à la main. Ok. Donc, tout à l'heure, on a poussé notre modification sur la branche US34. Ah, pardon, faut pas oublier de faire un save changes, sinon ça ne marchera pas. Donc on va aller dans repo. Et là en fait j'arrive directement sur repo, me dit tiens, il y a une branche qui s'appelle US35, est-ce que tu veux créer une pull request pour cette branche là? Ok. US35 vers master, title US35, description, voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Éventuellement on peut choisir un reviewer en particulier dans les utilisateurs. Moi ici je suis tout seul dessus, donc il n'y a rien qui s'affiche. Je vois bien qu'il a bien conservé mon lien avec l'US. En tant qu'utilisateur, je vois Hello Mug sur la page d'accueil. Hop, je crée la pull request. Directement, là, on est en train de lancer un build. Et ce build, en fait, il va faire un pré-merge. Il va prendre le contenu du S35, il va le merger dans master. Il va créer une sorte de branche temporaire qu'on ne voit pas. Il va lancer le build sur ce code-là. Si ça passe, ok, on peut merger. J'attends pas la fin du build. Ah, puis, pardon, je vais juste vous montrer un peu, il faudra qu'on attende. Donc
Donc dans File, ça, on peut voir la différence. Ça, comme tous les outils en fait, qui permettent de faire ce genre de choses. Hein. Ouais, il dit que tu as un conflit, qu'il faut que tu le résolves manuellement. Tu peux pas le résoudre en fait directement dans l'outil. Donc ouais, ça c'est un peu pénible, mais je crois que c'est GitLab qui permet de le faire, je suis pas sûr. Et mais là non, faut revenir sur ton IDE, merger ton conflit et puis refaire un push. Un merger ou rebaiser en fait en fonction de ton problème. Voilà, ok, moi je considère que le code est bon, approuve. Le set autocomplete, simplement se dire bah dès que tu es prêt, dès que tu as fait ton build, ton pré-merge, bah merge. Donc voilà, on lui dit que c'est ok. Je dis bah tiens, bah, j'ai fini, donc du coup l'US tu me la complètes et tu me supprimes ma branche une fois que c'est mergé. Voilà. En attendant que ça build, on va juste revenir rapidement sur nos releases. Donc tout à l'heure il y a une release qu'on a créée ensemble, qui est une release manuelle, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas mis de trigger, on ne l'a pas automatisé cette release. Il faut aller voilà, dans le clicodrome, aller cliquer sur le bouton pour que ça déploie. Ici, j'ai créé exactement la même release que tout à l'heure. Par contre, celle-ci, je lui ai rajouté un trigger. Alors, ça se voit ici, sur l'artefact, on a un petit éclair. Et là, donc lui, il sait que c'est une image Docker qui est notre artefact. Donc, du coup, il nous propose automatiquement un tag filter. Et nous, le tag filter, c'est master. Donc en gros, là, on lui dit, dès que tu as une nouvelle image avec le tag master, tu lances la release. L'idée de le faire comme ça et de pas te dire directement dans le pipeline, en fait, de dire bah, une fois que tu as fini ta CI, tu lances ton build, tu lances la release, c'est pour éviter des problèmes de latence. En fait, des fois, on a une réponse au cas du Docker Hub qui dit bah, l'image elle est publiée, et en fait, c'est pas le cas. Voilà. Donc là, normalement, on va laisser ça tourner. Parce que là, il y a tous les jobs qui tournent. On va revenir voir tout à l'heure. J'ai perdu mon PowerPoint. Donc juste un rapide passage sur la tarification. Donc de base c'est gratuit, on peut faire tourner un job en simultané et on a le droit à 1800 minutes par mois. Ensuite on peut, donc pour 33 € par mois, on peut rajouter un travail en parallèle et on n'est plus limité en fait sur le temps de build par mois. Pour les artefacts c'est pareil, on a 2 gigas gratuits, après on a une tarification d'1,69 € par giga. Et en version gratuite, on peut aller jusqu'à 5 utilisateurs. Et après, c'est 5 €, à peu près 5 € par utilisateur et par mois. Hop. On va juste voir s'il a fini de builder. Release 4 à 19h34. OK. Voilà. Donc là, on a bien l'application qui s'est mise à jour. Alors, pour conclure, en tout cas sur la partie pipeline, je trouve que c'est assez facile à utiliser, c'est bien documenté, on trouve facilement ce dont on a besoin. Ce qui est pas mal aussi, c'est le fait d'avoir une gestion de projet intégrée, qui est assez poussée. On n'a pas pu tout voir, mais franchement, on peut aller assez loin dans le détail et dans la... Ah, pardon. C'est bon? Ouais, ok. On peut aller assez loin dans le détail. Le fait de pouvoir avoir des artefacts directement aussi dans l'outil, c'est pas mal. Sur pas mal de projets, pour des petites équipes, avec peu de commits, ça peut faire l'affaire en mode gratuit. Côté des choses qui m'ont un peu moins plu, c'est que j'ai eu quelques ruptures de service. Typiquement, hier soir, je suis en train de terminer ça, ça a planté pendant une demi-heure, je crois, ou 20 minutes. Je me suis dit, bah, si demain il y a ça, c'est pas terrible quand même. Et c'était pas la première fois. Globalement, c'est fiable, mais ça arrive souvent au mauvais moment, ce genre de choses, donc on a tendance à s'en souvenir. Et l'interface, je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, c'est quand même pas
hyper clair. Il faut quand même pas mal les farfouiller pour trouver des choses. Voilà ce que je peux en dire. Alors voilà, après, en comparant avec du GitLab CI, finalement, c'est des choses assez proches. GitLab CI, on va pas avoir toute cette partie gestion de projet, ou du moins on va avoir une gestion d'issue, mais on va pas avoir une gestion de projet, donc c'est un peu moins étoffé, quoi. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions. Il y a quand même une limite de 30 minutes par Ah, job. Et ça peut arriver vite quand on fait des tests d'intégration. 30 minutes, ouais. On n'a peut-être jamais eu de job qui durait 30 minutes, mais ok. Quand tu passes en gratuit, en payant, tu as une invitation. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect plugin extension? Alors, je crois que oui. J'ai jamais creusé cette partie-là. Je sais que tu peux faire de la customisation de dashboard. Je crois qu'il y avait plus de temps à utiliser ça, mais ça, j'ai pas réutilisé depuis. Ah, si, c'est bon. Ouais, c'est ça, il y a l'extension, pardon. Effectivement, c'est Marketplace. D'accord. Voilà. Oui, effectivement, parce que à l'époque, je l'avais utilisé pour faire l'intégration Slack. L'idée, c'est d'envoyer en fait un message sur un channel pour dire le build fail. Il y a beaucoup de fonctions. Ok, là ça semble cool. Ça, hop. Ok, bon, on va démarrer. Moi, je vais vous parler rapidement d'Azure DevOps Labs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font déjà concrètement du Azure DevOps, qui ont déjà eu la chance d'y toucher. Ceux qui ont eu la chance, si vous voulez bien lever la main. Ouais, quelques-uns. Ok. Bon, pour les autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir de cas concrets, justement, comme Fabien a pu nous le montrer, il y a un truc super sympa que j'avais déjà eu l'occasion. Alors, le problème, c'est qu'il me fait un affichage mais complètement dégueulasse. On va voir ça. On va voir si ça suffit, si ça marche pas. Ok, c'est good. Donc je m'appelle Yoann, des journées un peu partout dans le monde d'ailleurs, puisque j'aurai la chance d'être à Kuala Lumpur dans 10 jours. Ça va, c'est cool. Et puis on avait eu l'occasion d'organiser aussi une journée il y a 2 ans à Rennes. On essaiera peut-être de retenter l'aventure en 2020, je pense. Donc je vous communiquerai ça. Bon, rapidement, Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à me pinguer si vous avez des questions ou autres. Si ça a la chance de fonctionner. Ok. Si vous me dites si c'est pas assez lisible. Donc concrètement, si vous voulez aller faire un tour sur voilà, la configuration des pipelines en YAML, si vous voulez aller voir comment faire du test sur justement l'infra as code, je suis un nerd, donc je ne vais pas vous faire une grosse démo sur du code pur et dur. Mais si vous voulez faire de l'infra as code, puisque c'est quand même assez la mode, que vous voulez faire du Kubernetes, du Terraform, puisque ça c'est pareil, c'est un outil dont vous avez dû entendre parler si vous faites un peu d'infra as code, et ben ça montrera que déjà d'une Microsoft n'est pas complètement fermé, puisqu'il y a des démos sur du Terraform, ce qui est plutôt cool. Et surtout, les démos sont plutôt bien faites. Parce que concrètement, voilà, donc vous avez step by step évidemment l'intégralité des étapes à suivre. Et surtout, ce qui est plutôt pas mal fait, c'est que vous avez un démo generator. Donc en gros, concrètement, vous avez simplement à vous créer un Azure DevOps. Donc pour les gens qui ont une souscription Azure,
Tout simplement, vous allez dans le Services, All Services, Create New Azure DevOps, et puis donc vous créez votre organisation. À partir de là, vous êtes en capacité donc de déployer le code de manière automatisée, puisque le Azure DevOps Demo Generator est justement là pour ça. Hop. La seule chose à faire, ce sera un sign-in. Donc, sélectionnez évidemment l'organisation. Donc, bien évidemment, vous êtes connecté avec votre compte Azure AD. Sélection de l'organisation. On va mettre un nom de projet de test. Je vais juste attendre qu'il refresh. Démo Migraine. Donc j'ai bien choisi le template avec Terraform, parce que moi c'est le Labs Terraform qui m'intéresse. Automatiquement, il va vous dire si des extensions requises sont présentes ou pas. Donc on parlait des extensions tout à l'heure. Il y a un marketplace qui est très bien fourni, très bien fourni. Vous avez des extensions donc, pour Terraform, pour aller faire du replace token, peu importe. Donc là, dans ce cas-là, en effet, on a besoin de ces deux-là. Ça tombe bien, je les avais déjà installés au préalable. Donc vous allez faire un create project. Donc là, il va automatiquement pusher le code et donc l'intégration du template de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur mon Azure DevOps. Donc tout ça, c'est pas très lisible, je m'en excuse. Donc je vais retrouver mon organisation, on va faire un petit reload pour voir s'il a terminé l'intégration de mon Migraine. Donc a priori, il m'a bien automatiquement généré depuis Azure DevOps Generator, on le voit en petit commentaire. Et donc à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à suivre tout simplement le Azure DevOps Labs. Donc encore une fois, je reviens sur le fait que c'est assez bien documenté, vous avez vraiment du step by step. Pour les gens qui sont vraiment beginners, c'est plutôt pas mal foutu. Parce que moi-même, il n'y a pas d'arriver à faire quelque chose, mais je promets rien. Ok. Possibilité de faire du Terraform, on l'a vu, etc., etc. Donc il y a toujours l'assistant graphique. Pour les gens qui ne sont pas trop fans de la ligne de commande ou du YAML, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, donc le YAML référence, pareil, je vous ai mis le petit lien. Je vous propose pas forcément aller faire le tour là maintenant tout de suite. Ça, Fabien en a parlé, j'avais prévu d'en parler, mais ça tombe bien qu'il l'ait fait. Donc en effet, vous avez 5 licences gratuites, donc pareil, il ne faut pas hésiter à aller utiliser le Lab Generator et puis de faire un petit test en équipe, ça ne vous coûtera rien. Quelques tips, Fabien a eu l'occasion de parler tout à l'heure des secrets. Donc les secrets, en effet, moi je me bats souvent avec les développeurs malheureusement, en tant qu'ops. À l'heure du DevOps, voilà, on vous parle de collaboration, on vous parle de philosophie, de CI/CD, etc. Mais on ne parle pas des choses qui fâchent et on ne parle pas des secrets en dur dans les fichiers de conf ou ce genre de choses. Sur Azure DevOps, il y a un truc super sympa pour ça. Il y a plein de manières de cacher des fichiers de config ou du moins d'utiliser des services qui sont tout faits pour aller enregistrer des credentials, des connection strings ou je ne sais quoi. Il y a une chose qui est assez sympathique sur DevOps qui se place à cet endroit-là, enfin qui se situe à cet endroit-là. Au niveau des librairies, vous avez possibilité d'aller créer des groupes de variables et notamment d'utiliser un super service qui est sur Azure évidemment, parce que tous les meilleurs services sont sur Azure, et qui s'appelle Azure Key Vault. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler d'Azure Key Vault. Personne? Si, quelques-uns. Pas encore assez quand même. Donc Azure Key Vault, c'est quoi concrètement? C'est un coffre de sauvegarde, un coffre-fort, plutôt un coffre-fort, pardon, qui est donc hébergé sur Azure, qui vous permet d'aller intégrer des certificats, d'aller intégrer des secrets, et puis d'aller insérer des clés, des clés, donc type chaîne valeur. Donc concrètement tout ça c'est secure, c'est encrypté, etc., etc. Et surtout ça vous permet de centraliser l'intégralité des connection strings, des certificats et autres de vos déploiements.
puisque plutôt qu'aller mettre justement une variable dans un fichier de conf ou une connection string dans une variable de votre app service ou autre, on a capacité à centraliser tout ça dans le Azure Key Vault et ensuite de déléguer l'accès à la fois au contenu et surtout de manière unitaire aux différents types, que ce soit certificat, secret ou autre. Donc pour ce faire, c'est simple, on va linker le Azure Key Vault à ce niveau-là. Étant donné que Azure DevOps est hébergé au sein d'une de mes souscriptions, automatiquement je vais retrouver les souscriptions disponibles avec mon compte Azure AD, à savoir donc le compte avec lequel je suis logué ici. Donc moi je vais aller chercher un Azure Key Vault qui est sur MVP tout simplement. De manière automatique, si je n'ai pas déjà de connection établie, il va me proposer tout simplement d'autoriser mon Azure DevOps à aller browser le contenu de ce Azure Key Vault. Donc ça va me prendre quelques secondes. À partir du moment où je vais être autorisé, je vais avoir capacité à lister l'intégralité des Key Vaults présents sur ma souscription MVP. Et donc pour ce faire, on va aller voir directement à ce niveau-là, donc sur ma souscription MVP, j'ai en effet, on va faire un filtrage, je dois avoir un ou deux Key Vault. Voilà, donc j'ai un démo YGU 001 qui, comme son nom l'indique, me sert à faire des démos. Et puis donc je dois avoir un secret qui s'appelle password démo, donc voilà, mon password de base que j'utilise pour les déploiements de tous mes services poubellisables, enfin les services qui vont me servir 1 ou 2 heures, histoire de faire une petite démo client ou autre. Donc à partir du moment où je suis autorisé, je retrouve effectivement mon démo YGU 001. Je vais autoriser cette fois non pas au niveau de la souscription, mais directement au niveau du Key Vault. Et puis donc je vais aller potentiellement lui dire que je vais utiliser PWD démo. Et donc ce qui me permettra à la suite d'utiliser directement ce password là, parce que c'est ni plus ni moins qu'un password tout bidon, à être utilisé que ce soit pour un déploiement de mes VM, déploiement de mes app services, déploiement de mes SQL serveurs, enfin peu importe. Donc ça fait partie généralement des bonnes pratiques. Il y en a plusieurs, il y a pas mal d'autres choses. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais pour les gens qui utilisent rapidement Azure, jetez un œil sur les MSI, Managed System Identity. Donc s'il y a des gens qui déploient un peu d'Azure, c'est vraiment quelque chose qui commence à être déployé sur l'intégralité des services et qui vous permet d'auto-générer des identités qui sont rattachées à la ressource et ensuite de déléguer entre les ressources. Donc ça c'était un petit tip sur les utilisations de Key Vault au sein d'Azure DevOps. Ensuite, je devais vous parler d'un certain nombre d'autres tips. Concrètement, j'ai retenu 4 liens, j'aurais pu en retenir 10. On a ici un certain nombre de centralisations sur des vidéos, des PowerPoint et autres. Donc si vous avez vraiment... faut me dire quand je parle dans le loin et que vous voyez rien. Hop là. Voilà, sur ce site. Vous avez donc, comme je vous disais, un ensemble de vidéos, de PowerPoint et autres. Si vous avez besoin, encore une fois, de vous documenter à fond, en long, en large, en travers, c'est ici que ça se passe. Azure DevOps Services. Vous avez ensuite, deuxième lien. Alors désolé pour les temps morts, mais c'est pas top en termes d'affichage. Vous avez ici un e-book, pareil, qui est gratuit. Je vous l'ai mis en lien aussi. Qui est assez sympa. Donc n'hésitez pas non plus à le télécharger. J'ai pas de royalties là-dessus. Les gens qui voudraient passer la certif, parce que sachez qu'il y a donc des certifs pour tout sur Azure en ce moment, pas que sur Azure d'ailleurs. Il y a une certif qui s'appelle la Z400, donc qui vous certifie sur justement Azure DevOps. Vous avez dû voir comme moi qu'il y a un certain nombre d'offres d'emploi sur LinkedIn pour des ingénieurs DevOps, ce qui ne veut rien dire, mais si vous voulez devenir ingénieur DevOps, apparemment il vous faut la Z400. Donc voilà, je présente plus Stanislas Castana, il a fait un super preparation guide pour le Microsoft AZ400. Donc voilà, je vous l'ai mis aussi dans les liens sympas. Et puis donc le petit dernier, hop. Si Azure DevOps Labs vous suffit pas,
Il y a ici un super exemple de site de e-commerce avec l'intégralité, pareil, des steps à suivre. Celui-là est quand même ultra complet et vous permettra de monter en compétences solo à la maison sur les longs soirs d'hiver, puisqu'on y arrive. Hop. Donc pour en finir avec la partie Azure DevOps, petit rappel sur les événements à venir. Le 13 et 14 novembre prochain, il y a Ignite the Tour. Donc là, bientôt, début novembre d'ailleurs, on a l'Ignite à Orlando. Pour les gens qui n'ont pas la chance d'aller à Orlando, Microsoft fait un Ignite the Tour dans pas mal de villes dans le monde entier. Donc pour nous en France, ce sera Paris, comme toujours. Donc le 13 et 14, je me répète. N'hésitez pas à vous inscrire. Ouais. Moi j'aurai la chance d'être speaker là-bas. Je vais vous parler de Azure Blueprints pour les gens à qui ça parle. Et puis de Logic Apps, Have Fun with Logic Apps. Donc a priori, je crois que la plupart des, si c'est comme il y a 2 ans, la plupart des calls seront, enfin des speakers pardon, seront en anglais. Voilà, j'essaierai de pas vous faire trop mal aux oreilles. Donc ça c'est pour le 13 et 14. Et puis donc il y a un dernier événement qui est à venir, qui s'appelle l'Identity Day. C'est la première édition. C'est des MVP français qui organisent ça. Donc je vous ai mis pareil le petit lien, ça se passe sur une journée et donc il y a encore une fois des speeches assez sympathiques avec pas mal de MVP et ce genre de population. S'il y a des gens que ça intéresse, j'ai 2 codes de voucher pour avoir des promos, l'une à -50 et l'autre à -100, donc c'est-à-dire gratuit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me pinguer ou à me le demander tout à l'heure. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les events. Les thématiques justement c'est tout ce qui est gestion d'identité de manière diverse et variée. Donc ça va aller du hack sur sur Active Directory. On va y aller tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et puis on va aller voir le programme parce qu'il est déjà diffusé. Tom Speaker, non il me semblait qu'il avait